Recording is on. Bon, on recommence. En plus, on a déjà commencé à enregistrer, puis ça enregistrait pas en fait justement. Donc c'est pas grave, on a fait un petit quart d'heure dans le vide. On va recommencer. Donc bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Enfin peut-être, où j'accueille JB de Un regard stoïcien, Salut tout le monde. où on va parler aujourd'hui donc de stoïcisme et de scepticisme. Et en fait, c'est quoi en fait ces deux courants philosophiques et qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre. En gros, c'est l'idée. Ça te va, JB? Parfait Ça t'allait déjà tout à l'heure, donc j'imagine que ça te va encore. Ouais, toujours. Et alors, juste, on va peut-être reprendre vite fait ce qu'on disait. Alors, la première chose, avant de voir ce que c'est le stoïcisme et que tu te présentes, est-ce que déjà on dit stoïque ou stoïcien? Alors ouais, justement, pour moi, le terme stoïcien est plus approprié quand on se réfère aux gens qui cherchent à avoir une philosophie de vie fondée sur le stoïcisme de l'Antiquité, quoi. Stoïque, c'est plus un terme qu'on réserve aux clichés qu'on a quand on dit stoïque aujourd'hui, donc quelqu'un qui réfrène ses émotions, qui exprime pas ses émotions, qui serre les dents. Ça, c'est un stoïque. Ouais. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui va avoir une sage gestion de ses émotions, qui va essayer de développer des émotions positives. Enfin, c'est beaucoup plus complexe et riche émotionnellement que le terme stoïque. Donc, je suis plutôt partisan du terme stoïcien. Ok. Ouais, ben comme on disait, en fait, c'est vrai pour beaucoup de courants philosophiques, comme le scepticisme, comme le cynisme, comme l'épicurisme, qui ont pris une signification populaire qui est différente de la signification originale, quoi. Donc voilà, est-ce que du coup, toi, tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi un regard stoïcien, est-ce que... Ouais, donc moi, je suis l'auteur du blog, site internet Un regard stoïcien. C'est un site qui existe depuis 2015-2016 et dessus, j'explore le stoïcisme en théorie et en pratique, en m'intéressant notamment à la dimension contemporaine, au renouveau contemporain du stoïcisme. Et je publie des articles, des récits de vie, des comptes rendus de livres, des choses comme ça. Et c'est quelque chose, c'est pas mon métier. Mon métier, je suis rédacteur dans une agence, donc c'est pas forcément lié. Mais j'ai découvert le stoïcisme, voilà, avec des études plutôt littéraires, orientées sociologie, sciences sociales, sciences humaines. Donc voilà, c'est peut-être le seul lien un peu que j'ai un peu avec ça au niveau des études. Ok, bon, très bien. Tu vas nous expliquer après ce que c'est exactement le stoïcisme. Ouais. Et du coup, ouais, ma question aussi, c'était est-ce que aujourd'hui existait une communauté stoïcienne, comme il existe des communautés sceptiques? Ouais. Et bah, c'est justement, ça, c'est un truc qui est assez. Je trouve que c'est ça le plus saisissant dans le mouvement du stoïcisme contemporain, c'est qu'il renaît en tant que mouvement social, en fait. Le stoïcisme, il a disparu au IIe siècle après Jésus-Christ, donc après le règne de Marc Aurèle. Et pendant 1800 ans, on n'en a plus entendu parler, en tout cas en tant que mouvement social, en tant qu'école. Il y a des individus qui pratiquaient le stoïcisme, genre Spinoza, tout ça. Mais il a fallu attendre le XXe siècle, XXIe siècle, en fait, pour qu'il y ait une renaissance du stoïcisme en tant que mouvement social. Et par mouvement social, j'entends en fait des individus qui vont se regrouper dans des cafés, sur des groupes Facebook, dans des événements, dans des séminaires, dans des formations, pour parler, discuter, pratiquer le stoïcisme. Donc ça, c'est ça ce qu'il y a de plus nouveau dans ça. Ok, cool. Et en fait, c'est un peu pareil pour le scepticisme, mais on va y revenir après en parlant un peu de l'histoire. Ouais. Et du coup, en fait, toi, c'est quoi ton rapport avec la communauté sceptique ou zététique? Est-ce que tu connais ça? Tu regardes ça de loin? Est-ce que tu t'es déjà passé là-dessus ou c'est juste un truc un peu flou que tu connais pas trop? En fait, je suivais sur YouTube notamment, tout ça, je suis pas mal de sceptiques, Monsieur Sam, que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il y a pas mal de philo, mine de rien, dans ses vidéos. Il y en a d'autres, il y a la Tronchambier, il y a peut-être des Fécator, voilà, des gens comme ça. Je suis pas mal les sceptiques sur YouTube et ça me parle beaucoup parce que j'y retrouve quand même des points de convergence avec le stoïcisme et une rigueur méthodologique qui s'articule vraiment très bien avec l'éthique stoïcienne, je trouve. Ah, mais cool. C'est-à-dire que les deux, on aura des trucs à raconter alors. Du coup, voilà, moi je voulais aussi donner ma position par rapport au stoïcisme parce que pour le coup, je connais moins. En fait, moi, je connais un petit peu d'avoir lu quelques bouquins ou quoi qui parlaient de philosophie en général ou quoi et qui abordaient le stoïcisme. Mais voilà, je suis loin d'être expert et du coup, je suis très curieux d'entendre ce que tu as à nous dire là-dessus. Ouais. Mais, moi, je suis curieux justement, moi aussi de mon côté, comment tu as connu toi le stoïcisme? Je pense que le plus récemment, je pense que c'est avec, et on va dire la manière la plus approfondie, c'est avec le bouquin de Monsieur Phi, je sais pas si qui s'appelle Curiosité philosophique, je crois, je l'ai par là. Il en parle, non? Ouais, il parle, en fait, il fait 2 chapitres sur le stoïcisme. Okay. Donc, le premier sur Sénèque et le deuxième sur Épictète.
Et voilà, et je trouvais ça vachement cool. Et puis après, j'ai entendu parler à droite, à gauche. Je sais qu'il y a des sceptiques qui s'y intéressent. Notamment, je sais pas si tu connais Jean-Michel Abrassard, Oui, 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 ouais. qui a un podcast qui parle de scepticisme. Auquel j'ai Et participé d'ailleurs. c'est vrai? Ouais, 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 c'était lui Oh, le carrément, premier. ah, mais justement, j'ai entendu dire qu'il avait reçu un stoïcien. J'ignorais que Ah, c'était ouais, vrai. ouais, ouais. Ok, d'accord. C'était Bon, quoi? voilà, mais je savais qu'il La s'intéressait boucle est beaucoup à ça. bouclée. Et du coup, j'en ai entendu parler à droite, à gauche. Ouais. Attends, Bon, ben voilà. Mais j'infiltre la communauté sceptique petit à petit. ouais, je vois ça, ouais, c'est ouf. Ok, bon, mais très bien. Et du coup, donc on va en rentrer un peu dans le sujet. C'est quoi le stoïcisme et c'est quoi le scepticisme? Et on va essayer de voir un petit peu, genre, dans la définition antique et comment ça a évolué après. Ouais. Et donc, si je veux bien nous expliquer ce que c'est le stoïcisme antique, quels sont les acteurs, quand est-ce que ça a commencé, les idées, etc. Ouais, je vais essayer de le présenter très simplement parce que, enfin, on pourrait y passer vraiment des heures. Mais en gros, le stoïcisme, c'est né au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est Zénon de Citium, il a fait naufrage près d'Athènes et il s'est dit, tiens, je vais fonder une école de stoïcisme. Bon, je résume, hein. Et en gros, il a fondé une école. Dans l'Antiquité, il faut bien comprendre que la philosophie, c'est de la philosophie pratique et surtout, c'est de la philosophie de vie. Donc, c'est un système englobant, le stoïcisme, au même titre que l'épicurisme, que le scepticisme, justement, que le cynisme, tout ça. Ce qui veut dire que quand tu connais le stoïcisme, quand tu pratiques le stoïcisme, eh ben, toutes les situations de ta vie, tu vas savoir quel comportement éthique adopter. C'est englobant. Ok, Au même titre quand tu es bouddhiste, que quand tu es catholique, que quand tu es ok, musulman, tu vois. Et l'une des idées clés du stoïcisme, c'est en fait, tu vis d'après ta raison, tu extrais les passions qui sont des faux jugements pour les stoïciens de ton esprit pour vivre dans la tranquillité, la sérénité. Et tu vis pas pour toi, mais pour le bien des autres parce que tu as complètement conscience que ton propre bien passe par le bien des autres. C'est en faisant le bien que tu vas te sentir bien, quoi. En gros, c'est un peu ok, l'idée. d'accord. Voilà, je vais pas Ça, développer plus. c'est la vision plutôt antique. Ça, c'est la vision plutôt éthique qui est très sociale, contrairement à ce qu'on peut Ok. penser. C'est pas une philosophie égoïste. Ouais, ouais, c'est Et un ouais, truc pour moi, il me semblait que ouais, c'était un truc un peu individualiste où, voilà, où tu essayais ouais. de contrôler ce que tu pouvais contrôler et le reste, tu laisses un peu tomber, quoi. Ce qui C'est- est le cas. En fait, il y a ça aussi, bien sûr, mais il y a la vertu de la justice. En fait, tu vis selon les quatre vertus, on pourra y revenir Ouais. longtemps, mais le courage, la justice, la modération, la prudence. Et la justice, c'est vraiment la vertu sociale où tu vas essayer d'agir pour le bien commun. Et c'est hyper important parce que si t'as pas la vertu de la justice, tu n'auras pas le bonheur, tout simplement. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, alors, s'il y a des grands noms à citer dans le stoïcisme antique, Alors déjà, il y a Zénon de Citium qui est le fondateur. ouais, Après, il y a les maîtres de l'école, Cléante, Chrysippe, mais on a perdu beaucoup de textes, donc on n'a ouais, pas. Peut-être pour que ce soit pertinent, on va dire Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui sont ouais. les trois stoïciens de l'Empire romain. Et Ah, en fait, c'est ceux qu'on eux, cite plus souvent. on les cite souvent parce qu'en fait, on a beaucoup de textes qui ont D'accord. survécu. Et donc voilà, c'est peut-être ceux à connaître Ok. si on veut découvrir le Donc ça, stoïcisme. c'est plutôt le stoïcisme romain qui est arrivé après le grec, Ouais, qui est ouais. un peu perdu, quoi. Là, on est à 300, 200 ans, 300 ans après Zénon quand même. Donc ouais, Ok. c'est plutôt celui-là. Ok. Donc Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, du coup, c'est marrant parce qu'ils ont dit que c'est un milliardaire, un esclave et un empereur, c'est ça? Totalement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc pour dire que ça peut toucher à peu près tout le monde, quoi. Voilà, Même voilà, il y a s'ils cette, vont pas tous s'appliquer de la même manière, a priori. c'est ça, mais il y a cette prétention universaliste dans le stoïcisme en tout cas. Ok, cool. Alors peut-être je vais dire un mot aussi sur le scepticisme antique, qui pour le coup aussi est, comme tu dis, une philosophie assez globale parce qu'elle répondait un petit peu à des questions vraiment morales en fait sur comment il fallait vivre, ce qui est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui, je pense, contrairement au stoïcisme. Mais on y reviendra. Et du coup, alors je pense que le scepticisme, l'idée générale, c'est de dire que l'accès à la vérité est très compliqué, voire impossible. Okay, donc le monde extérieur nous est impossible d'accès, inaccessible. Et du coup, en fait, il faut avoir aucune certitude. Donc, en fait, ça, c'est des idées. Donc, il faut douter ou avoir aucune certitude. C'est l'idée générale du scepticisme. Et en fait, déjà, ça imprègne beaucoup les philosophes assez tôt. Donc, même dès Thalès ou Anaximène, dès les premiers philosophes, on va dire, grecs, c'est assez commun. Démocrite, Socrate, tout ça vont se saisir de ce doute-là. Mais en fait, ça naît vraiment avec Pyrrhon, donc ce qu'on appelle le pyrrhonisme, aux alentours, je pense, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ,
qui est le philosophe qui va vraiment incarner ce doute absolu. Et qui va dire qu'en fait, comme on ne peut avoir aucune certitude, et bien en fait, il faut douter de tout, ne rien savoir. Et en fait, ça mène au bonheur. Ça mène à l'absence de trouble. Alors, juste pour être sûr, je pense que l'idée du stoïcisme, c'est un peu aussi la même chose, c'est de viser donc, ce qu'on appelle l'ataraxie chez les Grecs, donc l'absence de trouble. Ouais. Mais en fait, je sais pas. Enfin, il y a plusieurs. Les sceptiques, on les comprend très mal aussi aujourd'hui. Il y a effectivement ce que tu dis, ils recherchent la tranquillité de l'esprit par la suspension de jugement, qui est le principe. Mais enfin, je sais pas si on entre déjà dans le vif du sujet en débattant, mais Tu peux y aller. il y a notamment Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine qui a écrit un livre qui s'appelle La thérapie du désir, où elle passe en revue toutes les écoles. Et elle dit en fait, dire que l'indifférence mène au bonheur, c'est une croyance. Et tu as certains sceptiques dès l'Antiquité qui disent, en fait, quand ils ont des disciples, ils vont lui dire, oui, il faut suspendre ses jugements parce qu'il n'y a pas de certitude, mais ne pense pas non plus que tu vas être heureux à cause de ça. Ça arrive à certains, on a remarqué, mais toi, c'est pas dit que ça va arriver parce qu'on n'a pas de croyance. Ouais. Ils n'ont aucune certitude, ouais. pas même celle-là, quoi. Ce qui est compliqué de mon point de vue, parce que pourquoi faire l'effort d'être sceptique si ça mène même pas à une tranquillité d'esprit, tu vois. Ouais, c'est vrai que du coup, cette idée-là générale qu'on a de dire que la suspension du jugement mène donc d'abord à la cataplexie, puis à l'ataraxie, c'est vrai que ça fait hyper dogmatique. Et le dogmatisme, donc c'est ce contre quoi les sceptiques se battent, et c'est tout ce qui est des vérités hyper figées et des certitudes, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, et c'est vrai que j'avais jamais vu cette critique-là. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de façons de critiquer le scepticisme antique. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le côté dogmatique. Le scepticisme, en fait, il est critique dans le sens où il y a des jugements de valeur et il va dire on n'a pas à avoir d'opinion, d'avis sur les jugements de valeur. Alors que les stoïciens vont dire il y a des jugements de valeur, ou il y a des jugements, en tout cas des opinions, mais elles sont fausses, il faut les changer en vraie opinion. Ce qui est vraiment. Les stoïciens sont dogmatiques, les sceptiques sont critiques, ce qui est une grosse différence. Ouais, en fait, les sceptiques, ils se battaient un petit peu contre tous ceux qui étaient dogmatiques, donc entre autres les stoïciens. Voilà, ouais. Et ouais, donc c'est une différence assez majeure. Et ouais, comme tu dis, en fait, les sceptiques, ils pensent n'avoir aucun accès à la vérité, mais non plus aucun accès à des vertus morales. Et en fait, un exemple qu'on donne souvent, c'est Pyrrhon. Donc c'est ce mec qui incarne vachement le scepticisme. Alors c'est sûrement une légende et c'est sûrement hyper caricatural, mais qui, genre, par exemple, il rentrait, quand il marchait, il fonçait dans les arbres parce qu'il pouvait pas être sûr qu'il y avait vraiment un arbre et que c'était pas une illusion. Donc ça, c'est plus pour le côté vérité. Et il y avait aussi l'exemple qu'un jour, il aurait croisé un ami philosophe à lui en train de se noyer dans une mare. Et il le regarde comme ça, et puis en fait, il poursuit son chemin. Et heureusement, en fait, il y a ses disciples derrière qui ont sauvé le brave homme qui était en train de se noyer. Et Pyrrhon, il dira, en fait, je suis ni sûr qu'il soit vraiment en train de se noyer et que je suis pas en train d'halluciner. Et en fait, même si j'avais été sûr, je pourrais pas être sûr que ce soit la bonne chose à faire que de le sauver. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer à quel point le doute de Pyrrhon, donc ce qu'on appelle le pyrrhonisme, était vraiment absolu, quoi, et limite invivable, quoi, d'une certaine manière. Et heureusement que les sceptiques modernes ne sont pas des pyrrhoniens. Ouais. Alors, je sais pas, du coup, si on peut avancer un petit peu dans l'histoire et voir comment ça a évolué. Ouais, peut-être. Juste, j'aimerais bien présenter un petit débat qu'il y avait eu entre les sceptiques et les stoïciens dans l'Antiquité, qui est assez révélateur et moi qui me fait pencher pour la position stoïcienne, et je veux bien ton avis après en tant que sceptique moderne. En gros, il y avait un débat. Bon, les sceptiques, ils postulent qu'on peut suspendre son jugement, son assentiment. Et les stoïciens, ils disent non, enfin ça c'est un mythe, c'est pas possible. Parce que en fait, le simple fait d'exister, c'est être engagé dans l'existence. Et l'exemple, c'est, en gros, les sceptiques disent on peut suspendre son assentiment. Ce que les stoïciens réfutent, parce que par exemple, si tu tends ton bras pour saisir un objet, eh ben, t'as pas juste tendu ton bras pour saisir un objet. Le fait de tendre ton bras, eh ben, t'as accepté tout un ensemble de représentations, de croyances, d'assentiments. En fait, c'est même inconscient, hein, c'est pas forcément formulé par des mots. Mais tu t'es dit, ça existe, je peux le saisir, je peux bouger mon bras, je peux ramener l'objet à moi, il n'est pas dangereux. Tu vois, tu as senti à plein de trucs auxquels tu n'as pas conscience, que tu peux décortiquer si tu mets pause. Et suspendre son assentiment, en fait, c'est pas possible, parce que si tu fais des mouvements, des actions, si tu interagis avec les choses,
tu as une multitude de jugements qui te mettent en action. Ça, c'est un Ouais. postulat des stoïciens. C'est les jugements qui déterminent toute ta psyché. Ouais, mais je suis Ouais. assez d'accord. Ouais, du coup, ça met un peu en défaut ce scepticisme total, quoi, absolu des pyrrhonistes. Mais en fait, eux, ce qu'ils répondaient du coup à ce moment-là, c'est qu'en fait, eux, ils suivaient les coutumes, les habitudes et comment on dit, s'ils ont faim, par exemple, ils vont suivre ça, sans savoir Impulsion. si c'est vrai, Ouais. sans savoir si c'est la bonne chose de suivre les coutumes, etc., les traditions. Mais en fait, comme on peut rien savoir, on suit ça. Mm. Ça, c'est un peu la position, je pense que, du coup, c'est plus tard, mais Sextus Empiricus, je pense Sextus Empiricus est celui qui a un peu formalisé tout le scepticisme antique. Et lui, il le présentait comme ça. Il dit, on croit en rien, enfin, on n'a absolument aucune certitude, on ne sait pas ce qui est bien, mal, ce qui est faux et vrai, mais on va suivre, dans le doute, plutôt que rien faire, on suit les habitudes et les coutumes, quoi. Mais toi, en vrai, tu penches vers quoi là quand on présente les Ouais. deux systèmes Non, mais clairement, le scepticisme antique, il est pas tenable du tout. Et en fait, il Ouais. a assez vite disparu. Et c'est pour ça que je suis pas très proche de cette position-là, parce que le scepticisme aujourd'hui, il est assez différent. Et, Mm. euh, et alors, vas-y, du coup, si tu voulais répondre du coup à cette question-là, à ce paradoxe. Non, Et puis, enfin, sur la en fait, logique. enfin, en gros, je trouve les stoïciens aujourd'hui, tu vois, ils sont. Enfin, il y a une position intermédiaire qui permet de résoudre ce paradoxe, c'est en fait, de pas être dans le vrai ou le faux, mais d'être un peu dans ce qu'on appelle, je crois, le bayésianisme aujourd'hui, en gros, Ouais, mais exactement. d'être. Allez, j'accorde 90% de ma confiance à ça, Ouais, mais du coup, ça veut pas dire que je vais suspendre mon jugement pour agir, ça veut dire que je vais agir dans le ouais, sens de là où je place ma confiance, quoi. Tout ouais, en ayant cette petite clause de réserve qui me permet de changer d'avis s'il y a des éléments nouveaux, ouais. ce qui est une attitude pour moi stoïcienne et sceptique en même temps, Ouais, bah, en fait, sans c'est aucun c'est problème, ouais. c'est c'est la réponse qui est arrivée assez rapidement parce que du coup, bah, toutes les positions pyrrhoniennes qui étaient assez intenables, bah, en fait, il y a eu un, un- un autre mouvement, on va dire, sceptique qui est arrivé avec ce qu'on appelle la Nouvelle Académie et notamment Carnéade. Je ne sais pas si tu le connais, mais il a été Ouais, pas ouais. mal influencé par les stoïciens aussi. Et bon, il était anti-stoïcien, mais ses maîtres étaient stoïciens, si je dis pas de bêtises. Et du coup, lui, ce qu'il est arrivé, donc c'est le premier à avoir dit ok, il n'y a aucune certitude, mais il y a des choses probables. Mm. Et en fait, moi, je dirige ma vie en fonction de ces choses probables-là. Et ça, du coup, vraiment un truc qui est vachement intéressant et qui, en fait, se retrouve carrément plus dans la philosophie actuelle sceptique et zététique et qui est de dire, bah, ok, vu qu'il y a des trucs probables, il faut aussi mettre en place une démarche pour essayer de trouver ce qui est probable. Et du coup, bah, cette démarche, bah, ça va être la science, etc. et tout ce qui va se mettre en place par la suite. Mais du coup, c'est Ouais. Carnéade qui va le premier, je pense, représenter cette idée-là de probabilisme, qui aujourd'hui, bah, en fait, c'est plutôt ce qu'on appelle le bayésianisme, qui a été formulé et tout après de manière plus mathématique et tout, mais c'est cette idée-là, ouais. Sans vouloir te poser une colle, c'est vers quel siècle, année, Carnéade Alors, tu me poses c'est vite une fait une colle. colle. Non, je pense que c'est le premier siècle avant Jésus-Christ, un truc comme ça, je dirais. Ok, ah ouais, ok, non, effectivement, ça, ouais, parce que je crois que Sénèque parle aussi du fait de suivre le probable plutôt que le certain qui est inaccessible. Ouais. Mais alors, Sénèque doit être après Carnéade, si Carnéade est le premier, donc ouais, c'est bien le. Dans tous les cas, c'est Attends, mais dans tous les cas, euh, c'est un point de convergence entre le stoïcisme et le scepticisme. Ici. ouais, deuxième siècle avant Jésus-Christ, Carnéade. Ouais, c'est un peu dans les Donc, mêmes eaux, ouais. voilà, donc Carnéade, il a pris la tête de l'académie qui a été fondée par Platon beaucoup plus tôt, etc. Ouais. Et qui lui donne en fait un renouveau sceptique probabiliste, qui après va être encore démonté par des nouveaux pyrrhoniens comme Sextus Empiricus, Agrippa, tout ça. Mais voilà. Du coup, je sais pas si tu veux qu'on avance un petit peu Bah, ou si tu veux ouais, rester un peu sur l'antique. non, je pense qu'on peut avancer rapidement vers les débats contemporains, parce qu'à mon Ouais, avis, c'est ce qu'il y a de plus intéressant là ouais, ouais. aujourd'hui. Alors peut-être entre du coup l'antique et le contemporain, juste, en tout cas pour le scepticisme, il y a eu une grande période de silence, une période de non-doute, comme on peut dire, qui est, je pense, énormément influencée par le christianisme. Alors, je ne sais pas si le fait que le stoïcisme ait un petit peu disparu aussi, c'est lié à ça. Ouais, Euh, si, enfin, mais pour en tout moi, cas, oui. ouais, pour le scepticisme, pareil, c'est Sextus Empiricus qui est un peu le dernier vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Et après, c'est mute complet jusqu'à, on va dire, ça réapparaît. Il y a une première réapparition au XVIe siècle avec des penseurs comme Montaigne, Descartes, Ouais, Hume, les etc. Lumières, quoi, Et ouais. les Lumières ensuite, ouais. Et
voilà. Donc ça, c'était un peu pour faire une transition entre ce qui s'est passé dans l'Antiquité, qui était genre, c'était des pensées et des philosophies qui étaient quand même déjà très développées. Ouais, puis c'est Et des écoles aussi, ouais. et qui vont disparaître pendant 15-20 siècles, quoi, presque. Et du coup, pour le stoïcisme, c'est la même vision que tu as? En fait, Il y a des gens au milieu qui ont un peu. c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est peut-être la Parler de seule Spinoza, ouais. différence. Mais il y a bien une disparition du stoïcisme en tant qu'école, mouvement social, au 2e, 3e siècle, en partie à cause du christianisme, parce que voilà, il reprend la fonction de philosophie de vie. Et après, ouais, t'as des auteurs, Montaigne, Spinoza, quelques autres aussi qui s'inspirent du stoïcisme, mais ils sont tout Ok, seuls, quoi. C'est pas, il y a pas d'école, il y a pas de maître, il y a pas de disciple. d'accord. Et puis là, ouais, ça réapparaît maintenant, un peu Ouais. comme le scepticisme. Ouais, exactement. Bah, pour le scepticisme aussi, ouais, c'est plutôt individuel, Mm. et puis c'est aujourd'hui que ça réapparaît vraiment. Et du coup, ouais, je ne savais pas que Montaigne aussi était, donc il était à la fois sceptique et à la fois stoïcien. En fait, je crois, on dit de Montaigne qu'il était au début de sa vie sceptique, au milieu de sa vie stoïcien, à la fin épicurien, ou un truc Ah comme ça. ouais, Il a fait un peu d'accord. les trois. Ok. Ok, ok. Et du coup, c'est rigolo parce que Montaigne, il incarne aussi un petit peu, alors de ce que j'en sais, hein, je suis loin d'être expert de cette période-là, enfin même de l'histoire et tout. Euh, il incarnait aussi un peu ce stoïcisme un peu à la Pyrrhon, assez total et assez engagé. Et lui, genre, il disait le doute pour le doute, alors que souvent on y oppose Descartes qui disait, ben ok, c'est le doute, mais pour sortir du doute, tu vois, genre le doute comme première étape, et Ouais. ensuite on met en place une démarche pour établir de la connaissance, quoi. Et du coup, on retrouve un peu cette opposition-là qu'on retrouvait déjà entre Carnéade et Pyrrhon dans l'Antiquité, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Ouais, ouais. Après, ouais, pareil, je connais pas plus que ça Montaigne pour le Ouais. coup, mais je sais qu'il a cette inspiration. En fait, c'est marrant, on connaît chacun les personnages historiques sous l'angle qui nous correspond. Mais Montaigne, ouais, il a dans ses pensées, ses essais, il y a pas mal de citations d'inspiration stoïcienne, notamment quand il réfléchit sur la mort, où il dit qu'en fait, la moins naturelle des morts, c'est celle de vieillesse, statistiquement parlant. Ouais. À l'époque, tu as très peu de gens qui meurent de vieillesse. Et quand Ouais. on dit aujourd'hui, il est mort naturellement, toutes les morts sont naturelles en fait. Ouais. Ce qui est ça aussi, un point de vue stoïcien, l'importance des mots aussi, c'est Ouais. le mot Ok. naturel, la nature, enfin on pourra en parler, mais la Ah oui, nature, parce que ça du a un coup, sens. c'est aussi une vraie question dans le scepticisme, hein, Ouais. l'appel à la nature, tout ça. Ah oui, oui. Et du coup, est-ce que donc comment aujourd'hui ça existe le stoïcisme? Est-ce que c'est vraiment très différent du stoïcisme antique? Qui c'est qui a relancé ça? Comment c'est revenu, quoi, un peu pour toi? Pourquoi c'est revenu déjà, par exemple? Ouais. Si tu as une idée là-dessus. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sais comment, on va dire. Je pense, en gros, c'est réapparu dans des cercles universitaires d'abord. Je crois fin du XXe siècle, côté anglo-saxon, tu as notamment Lawrence Baker qui a écrit un bouquin qui s'appelle A New Stoicism, où en gros le mec il arrive, il te place des équations de logique, moi j'y comprends rien, mais c'est des formules enfin vraiment écrire en Ouais, forme de logique, de l'éthique logique. ok, Genre enfin il mathématise la logique, t'as l'impression. Et en gros lui son objectif c'est j'arrive et je réforme totalement le stoïcisme par rapport à l'état de nos connaissances actuelles en sciences, en logique, tout ça. Et le mec il te ok. sort un pavé, enfin c'est hyper compliqué à lire tout ça, intéressant mais balèze. Et là, ça pose un petit jalon parce qu'à partir de là, je crois, on commence à parler de nouveau stoïcisme. Autour de ça, ou à côté, un peu avant, après, tu as des groupes d'universitaires qui se forment. Le plus important, c'est côté anglo-saxon, tu as l'équipe de Modern Stoicism qui se forme. Là, on est au début des années 2000. Ouais, Et eux, ils organisent une première journée de rencontres pour discuter du stoïcisme, tout ça, ouvert aux étudiants, au personnel. Et en fait, progressivement, ils répètent cette rencontre. Donc, progressivement, ils deviennent une association et ils font cet événement, de cette rencontre, la Stoicon, qui a encore lieu aujourd'hui et durant laquelle chaque année, en fait, des stoïciens du monde entier se rencontrent pour parler de stoïcisme, pour écouter ok. les universitaires, pour pratiquer le stoïcisme. Tu y as Et été, c'est toi, vachement cool. Ouais, j'ai fait celle de Londres en 2017, 18, je sais plus. ok, Mais c'est une très bonne ambiance. ok, d'accord. Et puis ouais, t'as plein de groupes, enfin on pourrait en parler des heures aussi du Ouais, renouveau ouais, social, mais t'as plein de petits groupes aussi dans le monde entier, sur les 5 continents. Il y a un site ouais, internet qui ok. J'ai pas qui, parlé, ouais. ouais, qui inventaire, je sais Ouais, plus parler, ouais, qui voilà, et tous les groupes qui existent dans le monde, et tu vois que t'en as sur les 5 continents, il y a plus de 90 groupes stoïciens dans le monde, ce qui est ouais, à la fois peu et beaucoup. ouais. Et voilà, en Et France, t'as des ouais, en France, groupes. ouais, il y a un groupe. En France, on a Stoa Désolé. Gallica, l'association francophone de Ouais, stoïcisme. d'accord. Et eux, ils font des rencontres, des événements. Ouais, Ça se ok. développe de plus en plus, quoi, vraiment, ouais. C'est plutôt sur Paris ou c'est un peu partout ou... C'est
Bah, c'est ouais, plutôt sur Paris. Ouais, Après, ils font des rencontres ailleurs aussi. Enfin, ok, c'était virtuel aussi. Il y a quelques ok, cafés qui font dans des petites villes à côté. Ça ok, dépend où sont les membres aussi, quoi. Ils ok, sont pas tous d'accord. à Paris. Ok. Ok, ok, mais cool. Et est-ce que du coup tu dirais que donc un peu le renouveau, c'est ce gros bouquin, tu as dit, moderne stoïque? New Stoicism, ça s'appelle. Ouais. Ouais. Et du coup qui est vachement basé du coup sur des sciences et sur la logique. Du coup, est-ce que tu dirais que la nouvelle vision stoïcienne est aussi genre alimentée par genre les progrès qu'on a fait en sciences, des choses comme ça? Ah, Alors peut-être en psychologie, en neurologie, tu as des trucs comme ça? Ou ça te ouais. paraît En un fait, peu gros comme approximation? en fait, je vais peut-être me corriger. Je pense pas qu'on puisse parler d'une seule vision moderne du stoïcisme. Et Ok. d'ailleurs, tu pourras me dire si c'est pareil pour le scepticisme, si on parle au singulier ou au pluriel de ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs renouveaux du stoïcisme. Il y a la vision. En fait, il y avait toute une partie théologique dans l'ancien stoïcisme qui disait que l'univers, en gros, veut du bien à l'espèce humaine. L'univers est providentiel. Ou l'univers a une fin définie de rationalité et de raison. Ouais, il Et y a ça, vraiment c'est... une idée Ouais. de destinée à laquelle on peut pas vraiment échapper, c'est ça? On est pris dans un grand truc, ouais, et on s'y dirige tous, quoi. C'est un peu le... Mais c'est Ouais. une rationalité, c'est une raison, c'est une... Ouais, il y avait un peu un truc aussi mystique, religieux. Enfin, ils croyaient beaucoup à l'astrologie, des choses comme ça, ouais. Et ça, ouais, quelques-uns, ouais. Mais Ok. Ce qui en embêtait fait, un peu les sceptiques, je sais. mais dans la vision moderne, justement, t'en as Ouais. qui abandonnent complètement cette vision, notamment Massimo Pigliucci, qui est à la fois un sceptique, parce qu'il est dans les communautés sceptiques modernes, et un stoïcien, parce qu'il est très actif dans le stoïcisme moderne, donc lui, il fait vraiment la jonction. Donc ça, c'est un aspect enfin, un type de stoïcisme nouveau défendu par Massimo Pigliucci. Il y en a beaucoup derrière lui, parce qu'en fait, il enlève tout ce qui est un peu métaphysique, religieux, univers D'accord. providentiel, tout ça. Après, tu as toute une branche aussi qui maintient que non, enfin, l'univers est providentiel. En gros, la preuve, l'évolution de la vie sur Terre, c'est l'évolution du niveau de conscience. Enfin, on a Ok. plus de conscience qu'une bactérie unicellulaire il y a 3 milliards d'années, tu vois. Ouais. Donc, enfin, voilà, il y a une sorte de thèse comme ça où on va vers Ok. quelque chose de défini. Ouais. T'as un mouvement stoïcisme boîte à outils. En gros, c'est des gens qui vont pas forcément regarder plus que ça, mais qui vont trouver des bricoles plutôt utiles, des Ok. concepts, des notions, des exercices, et ils vont les prendre. Ok. Donc ça, c'est peut-être représenté parfois par Ryan Holiday, si tu connais Non. Daily Stoic. Enfin, c'est un auteur très très vendu, le plus vendu d'ailleurs dans le stoïcisme. Ok. Et puis, tu me posais la question par rapport à la psychologie. Ouais, il y a ce domaine médical, en fait, les thérapies cognitives et comportementales, Ouais. Ouais, notamment. je voulais y venir. Ouais. C'est le Ouais. développement des intuitions, des développements logiques des stoïciens de l'Antiquité, quoi. Ouais. Et ça, Et c'est ça, hyper cool ouais. parce qu'a priori, parmi les psychothérapies aujourd'hui, c'est le truc qui est le plus efficace, quoi, ou qui est le plus recommandé par la communauté scientifique. Ouais, ouais, il paraît, ouais. Donc, c'est Et cool. enfin, avec toute la réserve que j'ai de pas Ouais. forcément être spécialiste là-dedans, mais de ce que j'en connais, ouais, c'est hyper efficace. Et c'est fou de se dire que les meilleures manières de soigner, enfin en tout cas les problèmes psy aujourd'hui, reposent sur les mêmes principes que le stoïcisme il y a 22 ou 23 siècles, quoi. Donc c'est Ouais, et puis cool, ça veut dire, c'est un peu une victoire du stoïcisme, quoi. bah, regarde, et en plus, ça repose sur un principe tout simple, donc qui était celui des stoïciens, qui est, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que l'on porte sur ces événements, quoi. Ouais, exactement. C'est tout le stoïcisme et c'est tous les thérapies cognitives et comportementales. Ouais. Bah, c'est en fait, alors moi, de la manière dont je le comprends, c'est que il y a le monde d'une part, et il y a donc on peut pas contrôler. Et entre le monde et nos affects, il y a la représentation qu'on lui donne. Ouais. Et en fait, vu qu'on peut pas changer le monde, vaut mieux changer la représentation qu'on s'en fait. Est-ce que tu serais d'accord de le dire comme ça? Et en fait, en changeant cette représentation-là, en l'adaptant en fait aux événements qui t'arrivent, ça te permet de changer les affects que tu vas avoir. Et plutôt que d'avoir de la colère ou de la haine, etc., tu peux avoir plutôt un sentiment de liberté ou de bonheur ou enfin, quoi que ce soit, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Une petite réserve sur ce qu'on entend par changer le monde, par contre. Donc effectivement, si c'est changer quelque chose qui ne dépend pas du tout de toi, ouais, il faut retravailler l'histoire que tu te racontes à propos de ça. Par contre, tu sais, parce que souvent on va dire, ouais, en fait, il n'y a pas d'action politique dans le stoïcisme. Ouais, Si c'est c'est une pour question. instaurer un changement de politique sociétale, sociale, en fait, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais un stoïcien ne dirait pas accepte la situation telle qu'elle est forcément, tu vois. Ok. Voilà. C'est une question que j'avais. Ouais, je sais que c'est une critique qu'on dit souvent que le stoïcisme il va être un peu défaitiste en mode genre en fait ce sur quoi t'as pas la main, tu n'agis pas dessus quoi et agis plutôt sur ta représentation de ça.
Et du coup, on dit souvent, ben voilà, un stoïcien face à une situation politique pas terrible, il va plutôt travailler sur lui-même plutôt que d'essayer de changer les choses. Ça te paraît un Ouais. peu caricatural comme vision, j'imagine? En fait, surtout, on oppose très souvent. Enfin, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre en fait. Un stoïcien, il faut qu'il travaille sur ses représentations et qu'en même temps il s'engage. Parce que de toute façon, il va pas s'engager parce qu'il est dégoûté de la situation, parce qu'il est révolté jusqu'à la haine de la situation. Il va s'engager parce que c'est juste de le faire. Donc ça, c'est un engagement par un sentiment positif en fait, Ok, pour aider autrui, parce qu'en fait, il a estimé que c'est probablement juste d'agir comme ça. Et, euh, et si un stoïcien participe à une manifestation, il va pas fixer son objectif sur la politique doit changer. Il va fixer son objectif sur comment participer de la manière la plus juste possible à cette manifestation, de sorte à ce que mes désirs ne soient pas frustrés, tu vois. ok, Donc en gros, si tu vas participer à une manifestation, faut que tu anticipes un peu que tu vas peut-être, je sais pas, te faire cogner à gauche à droite, que tu vas te faire peut-être gazer, ou que peut-être il va rien se passer, ou que, enfin, ouais, faut anticiper tous les scénarios possibles. Et voilà, enfin, pareil, on pourrait développer des heures, mais tout ça pour dire qu'il y a bien un engagement politique qui regarde chaque stoïcien individuellement, hein. La doctrine ne dit pas il faut ça agir là, il faut pas agir là. Le stoïcisme donne des outils pour réfléchir ça. ouais. Et voilà, après, Et- il y a clairement pas d'inaction politique en postulat, quoi. ok, d'accord. Et donc là, tu dis que en fait, si t'es stoïcien, tu vas essayer de t'attendre à tout ce qui peut arriver et de l'anticiper. Euh, alors du coup, moi, pareil, je vais peut-être encore caricaturer, mais de ce que j'ai entendu, c'était plutôt que le stoïcien ne doit avoir genre, aucune attente et genre aucun regret. Est-ce que c'est des trucs que tu entends des fois et qui te paraît pas tout à fait correct? En fait, parce que, ouais, si c'est correct, les deux sont corrects, encore une fois. Ok, C'est quotidiennement, faut se dire, faut pas vivre dans le passé ni dans le futur, donc faut pas vivre dans le regret ni dans la crainte. Tu vois, ça, c'est deux passions qui sont plutôt à éviter. Par contre, tu as des exercices spirituels qui exigent que tu te concentres un peu sur l'un ou sur l'autre. ouais, Donc, typiquement, on a un truc qui s'appelle la visualisation négative, qui consiste à anticiper en pensée tous les ok, scénarios négatifs possibles, ou en tout cas les plus probables. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Les plus probables, à imaginer comment tu te sens si la situation négative arrive, à te représenter en fait que c'est pas forcément si grave que ça, ou à te représenter que c'est peut-être un mal pour un bien, ou à te représenter que tu as quand même des ressources pour faire face à la situation si elle arrive, voilà. Et ça permet en fait de t'accoutumer au scénario en avance, d'avoir un coup d'avance sur le destin. Et le jour où ça arrive, eh ben, t'auras pas t'auras peut-être un peu de mal, de douleur, mais mais tu n'auras t'es pas préparé. le choc, la Ouais, ok. surprise, tu vois. Alors, est-ce que du coup, tu t'étais préparé, par exemple, au fait que je loupe l'enregistrement au début? Non, parce que ouais, en fait, je C'est suis pas trop assez quoi. critique de la visualisation négative. Ok, Déjà, d'accord. enfin, je trouve que c'est bien de la pratiquer de temps en temps sur des événements où tu as un grand enjeu, Ok, mais quotidiennement, sur la moindre action, chaque journée, je trouve que c'est intenable et pas forcément ok, utile. Ouais. ok. Mais en soi, enfin, c'était. Ouais, j'imagine. Et en fait, du coup, ça, Ouais. pour le coup, je pense que c'est très très proche de ce qui est fait en TCC, enfin, du coup, en thérapie cognitivo-comportementale, donc en psychothérapie. Le fait d'essayer de visualiser des situations et d'essayer de voir comment réinterpréter certaines situations, etc., pour mieux les vivre, quoi, de manière générale. Et du coup, ça, c'est un peu, voilà, en fait, c'est retravailler sa flexibilité mentale, comme on dit. Mm. Et du coup, c'est un petit clin d'œil parce que c'était le premier épisode avec une invitée du podcast, avec Clotilde, qui est donc psychothérapeute, et dont on a parlé beaucoup de la flexibilité mentale Ah et oui, ouais, ouais. carrément écho au stoïcisme, quoi. Ah, connaissez le stoïcisme? Ouais, carrément, en fait, Ah ouais, ok. j'en ai reparlé un petit peu avec elle, et oui, elle est complètement d'accord que le TCC aujourd'hui, ça fait écho au stoïcisme, quoi. Ouais, ça c'est Donc, c'est plutôt c'est cool. cool, ouais. Du coup, en fait, alors juste pour revenir donc sur cette vision contemporaine du stoïcisme, euh, est-ce que tu dirais qu'en fait la position antique et contemporaine est quand même plutôt similaire? Ou est-ce que genre c'est vraiment de nature différente, ou c'est plutôt des détails qui ont changé? Plutôt l'assise théorique ou des choses comme ça? Hmm, je pense globalement c'est le même. Ok. On a juste perdu une partie un peu théologique du stoïcisme, globalement, si je fais dans la généralité. Ouais. On a perdu ça, et je trouve on a aussi perdu la relation de maître à disciple, qui est pas un truc négatif en soi, hein, mais que par exemple le bouddhisme a su conserver pendant 3000 ans. Le bouddhisme est né à peu près au moment que le stoïcisme. Et eux, Ok. ça s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu maître-disciple. Ok. Tu vois, et il n'y a plus cette relation, et de toute façon aujourd'hui,
Ok. Ça serait bizarre, je pense, dans la société française d'avoir une relation maître-disciple de manière philosophique. Mais Ouais, ouais, c'est un peu quand tu fais un sport de combat, tu vois, tu as ton maître et toi, tu es le disciple. ouais, ouais, Bah, grave, grave. une école de philosophie, c'est pareil, tu as le Ouais. maître et le Mais je pense disciple. que ouais, c'était assez commun de manière générale Ouais, chez les philosophes antiques, hein, même chez les sceptiques, je pense, ça ouais, ouais. n'existe pas trop. Par exemple, je sais que j'ai perdu son nom, Timon de Fliote, qui était un disciple de Pyrrhon, et Pyrrhon, il avait tout un tas de disciples en fait qui Ouais. suivaient ses enseignements, donc je pense que c'est pas choquant. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qu'on a perdu, du coup, je pense. Peut-être ça Ok. va revenir, hein. Ok. Et d'ailleurs, en fait, donc t'évoquais le bouddhisme. En fait, bon, je fais un peu un flashback sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a parlé de l'histoire, en fait, on a parlé de l'histoire vachement, on va dire, européano-centrée ou occidentalo-centrée. Est-ce que du coup, il y a des formes de stoïcisme qui existent ailleurs? Est-ce que le bouddhisme, c'est une forme de stoïcisme ou peut-être l'hindouisme ou quoi? Enfin, je sais pas si tu connais ces questions-là. Ouais, enfin moi spontanément, j'ai lu quelques textes de zen, de bouddhisme zen, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points de convergence, notamment sur la suspension de jugement que tu peux avoir, ou le fait de te détacher de tes pensées. Tu n'es pas tes pensées, tu es dans le stoïcisme, notre identité, c'est pas le corps, c'est pas, enfin c'est pas ton corps, c'est vraiment ta faculté de choix. Ok. Ça c'est un concept, hein, Ouais, c'est pas d'accord. tes choix, c'est pas tes désirs, c'est pas tes jugements, c'est ta faculté de choix, t'es cette puissance quoi. Et c'est pas tes idées aussi. Ça, c'est un truc important, je T'es pas pense. tes idées, t'es pas tes idées, ouais. Ouais. Ça, T'es c'est une idée pas. qui est assez, moi, que j'aime bien défendre aussi et qui est vachement utile aussi, par exemple, en zététique, quand on parle de comment mieux débattre, par exemple. Ouais, Le fait de ne pas s'identifier à ses idées, c'est un bon point de départ, quoi, je trouve. clairement, c'est quand on attaque une de tes idées, en fait, c'est pas toi qu'on attaque. Ouais, Et les stoïciens disent aussi quand on attaque ton corps, c'est pas toi qu'on attaque. Bon, ça c'est plus dur. Ça c'est ça, un c'est peu plus dur. l'image des, c'est Épictète, non, qui se fait Ouais, casser c'est la ça. jambe. Celui Ouais, qui dit ça, c'est un esclave qui se fait péter la jambe par son maître quand même. Donc c'est dur, ouais. mais. Et du coup comment il dit, genre, tu vas me péter la jambe, tu vas me péter la jambe, bah voilà, elle est Ouais. cassée. Mais tu sais, c'est comme l'anecdote de Pyrrhon. Enfin, c'est l'anecdote historique. Bon, Ouais, dans la exactement. réalité, c'est probablement Ouais, ouais. enjolivé, quoi. Mais ouais, Justement un peu pour, ouais, pour cristalliser l'image ouais, ouais, des idées qu'ils avaient, quoi. ouais. Ok, trop cool. Euh, alors du coup, ouais, je sais pas si tu voulais ajouter un truc, ou alors si je peux parler un peu de la vision moderne du scepticisme. Allons-y, ouais, ça me Ouais. chauffe. Ok. Alors du coup, donc moi, la vision que j'en ai, bon, je parle pour moi, hein, je suis pas sûr d'être exhaustif sur mes connaissances. C'est que du coup, donc cette idée-là que la vérité est difficile d'accès, je pense qu'elle est toujours commune. Elle imprègne toujours le scepticisme aujourd'hui. Mais en fait, d'une vision qu'avaient les pyrrhoniens, qui était de dire, comme la vérité est difficile d'accès ou impossible, on s'arrête là, on doute et on n'a aucun jugement. Et puis petit à petit, en fait, je pense que c'est avec pas mal les succès de la science et l'évolution de la démarche scientifique, on s'est rendu compte, un peu dans l'esprit de Carnéade, c'est que même si la vérité absolue n'est jamais accessible, on peut s'approcher de trucs qui sont très probables ou très vraisemblables. Et je pense que au fur et à mesure, donc vers le 15e, 16e siècle, puis avec les Lumières, etc., et qu'on a vu tout le succès en fait de la science, et on s'est dit, quand même, voilà, on peut s'approcher de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le scepticisme, c'est beaucoup plus donc, en fait, c'est ce qu'on va appeler le scepticisme scientifique. C'est beaucoup plus de, OK, on doute toujours en première instance, c'est-à-dire on suspend son jugement sur ce qu'on ne connaît pas, mais c'est que c'est périodique, enfin, c'est temporaire. On doute avant d'aller chercher et mettre en place une démarche scientifique pour se faire une idée. Et je pense qu'aujourd'hui, le scepticisme scientifique, en fait, la zététique, c'est juste le terme francophone pour dire scepticisme scientifique, hein. C'est vraiment en deux mouvements, quoi. C'est le doute, puis la démarche. Et alors que, on va dire que dans les sceptiques antiques, c'était juste le doute, on s'arrêtait là, parce que justement, on n'avait pas encore la démarche. Et du coup, je pense que ça change quand même pas mal de choses dans la nature même du scepticisme ou de la zététique. Euh, et c'est assez important, je pense. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que aujourd'hui, on va dire que la démarche scientifique a tellement de succès et a tellement eu de réussite qu'on en vient presque à oublier cette première étape de doute, tu vois, et Hmm. foncer un peu directement vers, aller chercher le vraisemblable que peut nous donner la démarche scientifique. Est-ce On que perd tu un peu ce côté humble, tu vois. Est-ce que tu dirais que le scepticisme actuel, là, toi, il t'aide ou il peut potentiellement t'aider dans toutes les situations de la vie? Est-ce que c'est une philosophie de vie Ouais, englobante ouais. ou Ouais, pas? ouais, c'est cool que tu poses la question parce que je pense que c'est là que, en fait, le stoïcisme et le scepticisme, pour moi, ils parlent pas forcément de la même chose, enfin, actuel, hein. Ouais, Comme je dis, le scepticisme antique, ils avaient vraiment c'était une philosophie de vie parce qu'ils pensaient que de douter, t'arrivais au bonheur, quoi, ouais, ou à l'absence de trouble, du moins. Et ça, aujourd'hui, c'est plus du tout présent, je pense, dans le scepticisme contemporain.
Okay, nous, on est beaucoup plus genre sur le traitement, on va dire, de la connaissance, de l'information, de la vérité, de manière générale. Mais ça dit pas comment vivre. Et c'est pour ça que du coup, je me dis, alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vraiment l'image que j'en ai. Ça te dit au moins comment vivre ou peut-être comment faire des choix sur des connaissances et tout, tu vois. Mais pas forcément comment te comporter sur tous les instants de ta vie, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que je trouve que le scepticisme et le stoïcisme ne parlent pas de la même chose. Mais en fait, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont carrément compatibles. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut carrément être sceptique sur ses connaissances, etc. Et en fait, utiliser le scepticisme qui te permet d'avoir de meilleures connaissances pour après l'appliquer au stoïcisme qui te permet un peu d'avoir une philosophie de vie globale, comme tu dis. Mais carrément, et je te rejoins. Donc en fait, on est plutôt d'accord sur le fait que c'est deux philosophies complémentaires plutôt qu'en opposition, comme ça pouvait être le cas dans l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est plutôt complémentaire. Et d'autant plus qu'en fait, le stoïcisme, je ne l'ai pas dit, mais c'est un système, une philosophie de vie en trois blocs, trois parties. Okay. Tu as une partie éthique, une partie physique et une partie logique. Okay. En fait, ça peut paraître abstrait comme ça, mais en gros, la partie physique te permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Les mots ont un sens beaucoup plus large qu'à l'époque qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. La physique, c'est comment les choses fonctionnent, c'est la loi de causalité, c'est la loi, enfin, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire par rapport à ta psyché humaine, c'est quoi les limites de ton action. L'éthique, c'est qu'est-ce qu'il est juste de faire. Et la logique, c'est ce qui connecte un peu les deux, c'est ce qui va aussi ancrer tes connaissances. Et en fait, pour moi, le scepticisme scientifique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ça pourrait être tout à fait la démarche logique d'un pratiquant stoïcien. Et je trouve que c'est même la démarche qu'il faut que les pratiquants stoïciens aient, parce que c'est cette logique, cette rigueur méthodologique qui leur permet, en fait, de savoir quoi faire à partir de ce qui est. Ouais, ok. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas dire qu'en fait, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire à partir de ce qui est, mais le stoïcien pense un peu le contraire. Ouais, ce qu'on appelle la guillotine de Hume, qu'on ne peut pas déduire. Alors peut-être je vais t'apporter un éclaircissement là-dessus parce que c'est une question que j'aime bien traiter. Donc la guillotine de Hume, donc, a été énoncée par le philosophe des Lumières écossais David Hume, dit qu'on ne peut pas déduire ce qui est, ce qui doit être. Donc il y a vraiment une distinction entre le descriptif, ce qui est, et le prescriptif, donc ce qui doit être. Mais en fait, moi, ce qui me paraît important comme vision, c'est qu'en fait, d'une part, il faut que tu dises ce qui est au mieux possible, c'est-à-dire le mieux décrire le monde possible. Ensuite, tu fais une injonction morale. Donc là, pour moi, ça va être le stoïcisme, par exemple, une position éthique. Et en fait, de ces faits, de ce qui est et de ce que tu penses qu'il doit être, tu peux faire une conclusion. Okay. Alors, est-ce que j'ai un exemple qui me vient par exemple, si je dis juste demain il va pleuvoir, ça c'est une description. Je ne peux pas en conclure directement je ne vais pas faire de barbecue. En fait, il faut qu'entre les deux, il y ait une injonction éthique ou morale qui est par exemple il ne faut pas faire de barbecue quand il pleut. Donc, tu as ce qui est demain il va pleuvoir. Ensuite, ce que je crois qu'il doit être, il ne faut pas faire de barbecue quand il pleut. Et ensuite, la conclusion. Et du coup, je pense que ça peut aider du coup, pour le stoïcisme, où en fait, le stoïcisme est cette injonction morale au milieu, quoi. Ouais, t'as très bien résumé le truc, quoi. C'est vraiment clarifier qu'est-ce qui te fait agir, et pourquoi tu n'agirais pas, pourquoi tu agirais, tu vois. Peut-être, tu as envie de faire un barbecue et il pleut demain. Et ben, si tu es stoïcien, tu as deux choix. Soit le choix numéro 1, tu fais quand même ton barbecue, parce qu'en fait, faire un barbecue, c'est une manière de renforcer son courage, c'est une manière de renforcer son caractère, c'est une manière d'aller à l'encontre des attendus de la société, ce qui est parfois bien pour renforcer son caractère. Donc tout ça, c'est des raisons valables parce qu'elles ont une justification raisonnable et rationnelle, tu vois. Mais tu peux aussi te dire, bah non, je vais pas faire de barbecue parce qu'il pleut et c'est pas grave, enfin je l'accepte, tu vois. Et ça aussi, c'est stoïcien. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, tout dépend de comment tu vas justifier ton truc. Tant que c'est une justification rationnelle et raisonnable, c'est stoïcien. Après, il faut qu'on définisse rationnel et raisonnable, ce qui est compliqué, souvent, parfois. Mais les stoïciens disent, tu trouves ça dans les textes stoïciens, quoi. C'est raisonnable, l'action qui a une justification raisonnable et rationnelle, quoi. Ok. J'espère que c'est pas une tautologie ce que je viens de dire, mais. Ouais, je sais pas. Et attends, du coup, je voulais rebondir sur un truc qui m'a un peu échappé. Je sais pas, désolé. On parlait de ce qu'il faut faire à partir de ce qui doit être. C'était par rapport à ça? Ah oui, voilà, ouais, exactement. Du coup, donc, dans la philosophie stoïcienne, il y a vraiment cette partie éthique
Comment ça s'articule avec les philosophies de la morale, style conséquentialisme et tout? Enfin, je sais pas si ça te parle, ces trucs-là. Ouais, ouais. Conséquentialisme, déontologisme et des trucs comme ça. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Ouais, bah en fait, enfin, il y a trois doctrines éthiques. En gros, il y a le conséquentialisme. Une action est bonne si ses conséquences sont bonnes. Ouais. Tu me corriges hein, si je me trompe. Non, ouais, c'est bon. Je suis pas un expert là-dessus. Il y a l'utilitarisme. Une action est bonne si elle est utile au plus grand nombre. Alors en fait, Et ouais, ouais, l'utilitarisme, c'est une forme de conséquentialisme. ok. Ouais, ok. En fait, le Bah, ok. conséquentialisme dit juste les choix moraux que tu fais dépendent des conséquences, sans préciser sous quelle modalité. Et l'utilitarisme dit une action est bonne si elle est utile pour le bonheur général ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis tu as l'éthique de la vertu qui dit une action est bonne si elle est réalisée déjà avec la bonne intention. Ouais, Et c'est à peu près l'idée, quoi, avec la bonne intention et avec l'effort qui suit la bonne intention, quoi. d'accord. Et s'il n'y a pas de résultat, si ça aboutit à un mauvais résultat, c'est pas grave. Parce Ok, que, en fait, ça dépend pas de toi, le résultat. Ce ok, qui dépend de toi, c'est l'effort. d'accord. Donc, une action est bonne si l'effort est bon. Donc, C'est ça. ok, Ouais. Et moi, j'aime bien l'éthique de la vertu parce que ça permet de résoudre certaines variantes du dilemme du tramway qui ont aucune solution satisfaisante, mais qui te permettent, encore une fois, de justifier raisonnablement ton choix en tant que. alors Tu sais, c'est un peu. si tu pouvais rappeler ce que c'est le dilemme du tramway. Bon, Non, c'est ouais, connu je maintenant, vais mais. me permettre, je vais prendre un exemple plus parlant que le dilemme du tramway qui est dans le livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. Ouais. Le bouddhisme est aussi une éthique de la vertu. En gros, la question, c'est. Bon, c'est un peu horrible hein, comme dilemme, trigger warning, mais t'as un petit enfant et t'as l'humanité à côté. Et en fait, l'humanité va mourir, sauf si tu choisis de torturer ou tuer le petit enfant. Ok, Que faut-il faire? ouais, Eh ben, en fait, on se rend compte que le conséquentialisme ne donne pas vraiment une réponse satisfaisante à cette question. Parce que tu vas dire, OK, il faut tuer l'enfant, mais ah oui, putain, faut tuer l'enfant, quoi. ouais, C'est pas clairement. l'utilitarisme un peu pareil, parce que, enfin, il y a une conséquence, Ouais, tu tues l'enfant. Et en fait, bon, l'éthique de la vertu va dire, ouais, c'est horrible, tu as tué l'enfant, mais en fait, là où il faut te concentrer, c'est que par cette action ô combien horrible, tu vas sauver quand même l'humanité. Et il faut que tu accentues ce fait, et que, bien sûr, si tu pouvais prendre sa place, tu prendrais sa place parce que tu fais l'éthique de la vertu, ouais, mais c'est pas la question là. Et donc, l'éthique de la vertu, enfin, c'est ce que dit Mathieu Ricard, il le dit ouais, de ouais, manière plus nuancée, parce que le choix est horrible quand même, mais il faut choisir de sauver l'humanité. Et c'est bien ouais, ça, il faut choisir de sauver l'humanité. Il faut pas choisir de tuer l'enfant, il faut d'accord. choisir de sauver l'humanité. Ok. On va dire c'est un jeu sur les mots, mais en fait, Ouais, non, parce que un, ça te protège un peu plus mentalement, même si l'action est la même, ouais, et deux, ça insiste sur le fait que l'action n'est pas une mauvaise action absolument dans l'absolu total, tu vois. C'est ok, ça, la vertu, c'est aussi l'histoire que tu vas te raconter à propos de la réalité, qui doit être une histoire en adéquation avec la réalité telle qu'elle est. ouais. C'est-à-dire, tu sais, on a toujours la question si Hitler pourrait être vertueux avec cette philosophie, c'est que c'est pas une philosophie morale, tu vois. Non, il y a ce rapport à la réalité qui est important quand même, je veux dire. Ouais, ouais. Et, et Ok, voilà. Donc, d'accord. j'espère que je l'ai bien expliqué parce que c'est Ouais, ouais, toujours assez complexe. ouais, je pense que je vois l'idée. Et Ouais. du coup, en fait, tu arrives aux mêmes conclusions, mais c'est plus, on va dire, ta position interne qui est différente. C'est ça l'idée. Enfin, où Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on peut résumer comme ça. ton intention qui est différente. C'est ça. Ok. Ouais. Ouais, ok, c'est intéressant. Ouais, bon, moi, je connais ce que je suis peut-être plus proche de l'utilitarisme et tout ça parce que c'est quelque chose que je connais mieux et auquel j'étais plus confronté. Mais en effet, sur des questions comme ça, après, à voir sur d'autres questions, tu vois, mais sur des questions comme ça, ouais, typiquement, ça me paraît pertinent comme vision. Bah, en fait, oui, puis dans le détail, enfin, l'utilitarisme ou l'éthique de la vertu, dans certaines situations, c'est la même action qu'ils vont Oui, conseiller, quoi. Tu vois, c'est juste, ouais, après, c'est même complémentaire, je dirais. Tu peux faire l'utilitarisme et après te raconter l'histoire qui ouais, optimise exactement. la bonne action, quoi. Ouais, ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ouais, je vois l'idée, ok. Bah, c'est cool. Alors, attends, t'as d'autres trucs que tu voulais rajouter là-dessus? Bah, j'ai un sujet en tête, mais c'est peut-être tu vas en parler. C'est sur le dialogue entre sceptiques et stoïciens, mais ça vient peut-être entre Attends, sceptiques et je regarde ce stoïciens que j'avais modernes. prévu. Mais attends, je veux pas perturber le plan Attends, 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 attends. de question. Bah non, en vrai, il en restait une que je peux peut-être te poser rapidement. Vas-y. Est-ce que tu connais, on va dire, enfin, des positions ou des gens qui sont vraiment ouvertement anti-stoïcisme, des discours anti-stoïcistes et qui te paraissent plus ou moins légitimes? Est-ce qu'il y a des critiques qui sont faites envers ce mouvement?
Alors, il y a des critiques, des bonnes critiques, il y en a très peu. J'en ai très Ok, peu vu. En vrai, enfin, il y a Nietzsche qui critique les stoïciens, mais en fait, il critiquait les stoïques, comme on disait au début. Enfin, ok. l'image qu'il a des stoïciens, L'amalgame. ce qui n'est pas la pratique des stoïciens, en fait. T'en as qui critiquent des fois, mais c'est plus dans la presse anglo-saxonne. Mais à chaque fois, en fait, ils critiquent Ouais, les un stoïques. faux truc, quoi. Ouais, les gens qui serrent les dents quand ça va mal, ce que n'est pas le stoïcisme. Ouais, Et la seule critique, si les gens veulent aller voir, je dirais, c'est Paul Veyne, qui est un commentateur, enfin, un spécialiste de l'Antiquité grecque et romaine, et qui a fait une biographie sur Sénèque. Et en fait, dans ouais, cette biographie sur Sénèque, il y a beaucoup de notes de bas de page, ou même dans le développement, ouais, où il critique le système stoïcien. Et il dit des choses assez intéressantes où en fait il compare le stoïcisme à la psychanalyse et il dit en fait le point commun des deux, c'est qu'ils se racontent une histoire pour aller mieux et que c'est le fait de se raconter ces histoires qui fait qu'ils vont mieux et qu'en fait tu vis dans une complète fiction et ouais, ce qui est peut-être vrai en fait, mais si ça marche, ouais, pourquoi pas, tu vois. exactement. Enfin, si le placebo marche, où est Ouais. le mal, tu vois. C'est une bonne question et c'est un truc que Ouais. je me demandais aussi, genre, ouais, mais j'avais peut-être une vision un peu fausse du stoïcisme, mais je me disais, ouais, si tu arrives à, on va dire, à modifier ta représentation du monde pour être heureux, euh, est-ce que si malgré tout, genre, le monde autour de toi est en train de brûler ou des gens sont malheureux, est-ce que c'est satisfaisant, tu vois? Est-ce que si tu vis un peu dans si une utopie que tu t'es créée, est-ce que ça peut être satisfaisant? Enfin, Ah, pourquoi pas, tu vois? Est-ce que ça te paraît. en fait, si tes histoires te coupent du monde tel qu'il est, enfin, tu n'es pas stoïcien. Ouais, Et en plus de ça, tu risques d'être malheureux. ouais, Donc déjà si t'es dans une utopie par rapport au monde réel, ouais, c'est pas du stoïcisme, hein. ouais, Mais après, ouais, si tout brûle autour de soi, euh, après, tu vois, on est tous progressants, on n'est pas des sages, hein. ouais, ouais. C'est une distinction importante aussi. Il y a que le sage qui est heureux quand c'est la catastrophe tout autour, tu vois. C'est normal, c'est ok d'être triste, d'être malheureux, de pas être stoïcien Ouais, complètement, de pas réussir à gérer ses émotions. Je pense que c'est un message important. Mais ça dépend de ton niveau de progression dans la sagesse, tout ouais, simplement. Ça ok, va dépendre. Ouais. ouais. Je Réponse vois ce que tu veux courte. dire, mais ouais, et en fait, la réflexion que j'ai, c'est que, en fait, si t'es vraiment, on va dire, coupé de la réalité, bah, en fait, tu peux pas être heureux non plus. Donc, en fait, euh, c'est un peu faux de dire, ouais, ben, un stoïcien, il va se créer un bonheur interne complètement coupé de la réalité, sauf que c'est pas vrai, parce en réalité, il faut quand même bah, que tu vives et que tu aies des interactions autour de toi. Donc, en fait, il faut quand même que dans ton stoïcisme, si je dis pas de bêtises, bah, t'intègres et tu sois vachement ancré dans la réalité, quoi. Et c'est là aussi que du coup, alors il me semble que c'est une position aussi stoïque de dire qu'en fait, il faut aussi connaître beaucoup de choses sur le monde et sur comment il Mm. fonctionne pour pouvoir être stoïcien, quoi. Ouais, totalement. Même si en théorie, les stoïciens, dans leur théorie, ils disent l'imagination peut faire vivre des situations que tu n'auras pas Ouais, vécues en temps réel. Donc, mais bon. ok. Et aussi, juste une petite précision sur le bonheur stoïcien. C'est pas le bonheur au sens moderne qu'on entend en mode Ouais, satisfaction des sens, en totalité, en ouais, multiplicité, en durée. C'est plus quand il y a un événement difficile, le stoïcien il est résilient. Donc c'est-à-dire il fera pas de stress post-traumatique, il fera pas, tu vois, il est résilient. Et quand la situation extérieure est plutôt agréable, ben un stoïcien il saura en tirer, s'en réjouir totalement quoi. ok, C'est ça. d'accord. Tu vois, c'est plus ça le bonheur au sens stoïcien. Ouais, ok. Résilience dans les situations difficiles et totale joie dans les situations positives. Ok, ouais, c'est cool de le voir comme ça. Euh, alors, je vais te poser en fait, j'ai deux questions qui restent. Une qu'on a plus ou moins abordée, c'est est-ce qu'on peut être sceptique et stoïque? Je pense, euh, je pense qu'on Ouais, est ouais. d'accord, toi et moi, pour dire. Alors, je peux même Ouais. proposer autrement, c'est est-ce qu'on peut ne pas l'être? Ah Et oui, je pense qu'on peut intéressant. ne pas l'être. Mais je pense qu'en effet, comme on l'a dit, bah, c'est vachement complémentaire, ou genre dans le sens où bah, le stoïcisme apporte des réponses morales, alors que le scepticisme, c'est plutôt voilà, une description du monde, quoi. Ouais, et surtout, en fait, je pense qu'on peut d'autant plus l'être et que ça bénéficie à l'un et à l'autre. Parce que le stoïcisme ne donne pas des lignes de vie hyper précises. T'as pas les 12 commandements, Mm. point, quoi. Ouais. Même le stoïcisme ne dit pas tu ne tueras point. Il dit dans certaines circonstances, tuer peut être potentiellement une bonne action, tu vois. Comme l'utilitarisme, pour le coup. Voilà, ouais, c'est exactement. Donc, en fait, c'est tellement, entre guillemets, malléable et en même temps très rigoureux Ouais, que, ouais, forcément, les sceptiques, ils vont s'y retrouver et les ouais, stoïciens, en s'inspirant du scepticisme, ils vont renforcer
leur éthique, quoi. Donc, Ouais. ouais. C'est cool. Et du coup, bah alors, ça en est où le dialogue entre sceptique et stoïque? Est-ce que, bah, alors en fait, on l'a pas dit, mais cet épisode du podcast, c'est fait parce qu'à la base, c'est toi qui a dit sur le Twitter que t'aimerais qu'il y ait plus de liens entre sceptique et stoïcien, pardon. Et, euh, et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais très envie d'en discuter aussi. Est-ce que Ouais. ouais, tu penses que ça devrait être plus développé? Bah ouais, j'ai dit ça parce que bah, pour tout ce qu'on vient de dire en fait, parce que je pense que c'est hyper complémentaire. Je pense que c'était deux écoles qui dialoguaient, qui débattaient parfois vénères, Ouais, hein, mais beaucoup dans l'Antiquité. Et puis aussi, je trouve que c'est dommage que des mouvements de pensée comme ça, qui en fait ouais, qui s'intéressent beaucoup à la psychologie humaine, qui s'intéressent aussi beaucoup de plus en plus du côté zététique aussi, vous avez cette évolution où vous attaquez d'abord, enfin ou en tout cas vous critiquez d'abord plutôt des individus, les gourous, tout ça, et cette évolution un peu sociale, ouais, où avec des thématiques plus bah, social ouais. justice, LGBT, tout ça. Ouais, ouais, historiquement, oui, c'était Ouais, beaucoup plus genre sur le paranormal, le voilà, surnaturel, des ouais. trucs comme ça, et de manière un peu violente. Et aujourd'hui, en fait, les discours zététiques sont beaucoup plus portés sur le social ou sur l'écologie, sur la santé, des trucs comme ça. Puis avec une vraie réflexion aussi sur comment on parle éthiquement en fait aux personnes qu'on critique, tu vois. Ouais, Ce exactement, ouais. qui est une réflexion socratique, stoïcienne, donc, et sceptique en même temps. Ouais. Donc, ouais, Donc voilà, donc c'était. développer Ouais, les dialogues ouais. comme on a pu le faire là. Après, bon, c'est vrai que en 1 heure et des brouettes, on peut pas non plus tout faire, mais je pense que c'est une première étape. Et Mais peut-être on peut dire comment, sous quelle forme ça pourrait se mettre, tu vois. Mais déjà, un podcast, ça, c'est hyper cool. Donc, merci ouais. encore pour cette opportunité, tu vois. Ça peut être aussi dans des événements, je pense. Vous avez des événements côté sceptique. Ben, tu vois, j'ai l'impression, alors, bah, ouais, il y a des conférences, on a des assos aussi, des trucs comme ça. Mais on a, alors, de ma connaissance, mais je pense pas que ça existe en tout cas en France, comme tu disais, le Stoicon, c'est ça que ça s'appelle? La Stoicon, ouais. Ouais. En tout cas, en France, il n'y a pas genre un grand rassemblement sceptique Ouais. voilà, qui se ferait chaque année, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire et peut-être que ça se fera tôt ou tard, mais actuellement, c'est pas le cas. Ouais, ce serait intéressant de voir socialement comment se sont développés un peu les deux Mhm. renouveaux des deux écoles. Bon, c'est un autre sujet, mais, Mais mais clairement, ouais, ouais. pour des conférences ou dans des assos ou quoi, ben, faire venir des stoïciens pour parler à des sceptiques et inversement, Ou- enfin, ben, feu, quoi. Parce qu'en fait, vous avez déjà aussi une réflexion éthique à travers le. Enfin, j'imagine. Ben, Enfin, ben, juste avec la zététique, comme je te dis, enfin, il y a, ouais, il y a un aspect un peu politique dans le sens où on se dit, enfin, politique ou éthique dans le sens où on se dit que ben, développer son esprit critique et le développer même dans la société euh, peut apporter, on va dire, plus de liberté aux gens, plus d'émancipation, des discours potentiellement néfastes, etc. Ça, c'est un peu la visée politique de la zététique, mais c'est pas une vision globale comme tu ouais. présentes avec le stoïcisme, quoi. Genre, tu vois, la zététique va pas forcément te répondre sur est-ce que euh, est-ce que c'est bien ou mal je sais pas, de tuer un enfant, tu vois. Ouais, ok, ouais. En fait, le stoïcisme, il va pas dire oui ou non, mais il aura des scénarios, en tout cas, très, très précis. Il Ouais, t'offre un cadre de réflexion, en c'est gros. ça, exactement, ouais. Là où, sauf erreur de ma part, là, c'est pas le, comment dire, c'est, c'est pas le champ de réflexion de la zététique. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. voilà. Alors que ouais, mais de toute façon, puis les sceptiques de l'Antiquité, ils auraient dit, bah, suspension du jugement dans tous les cas. Ouais, justement, ils auraient dit, bah, ouais, je sais même pas comment ils auraient dit, mais ils auraient dit, en fait, t'en S'abstient. sais rien, et quoi qu'il arrive, au final, t'avais aucune certitude, donc tu peux pas être déçu. Tu peux pas être déçu ou en colère parce que Ouais, t'avais aucune certitude à la base. Tu peux ouais, pas savoir si ce qui est bien ou mal, ou ce qui est faux ou vrai, tu sais même pas si, voilà. Ce qui est euh, assez minimaliste comme réflexion, je trouve. ouais, enfin, je suis pas sûr qu'on fasse de la politique avec des pyrrhoniens, quoi. Ouais, ouais, grave. Ok. Bon, mais en fait, je pense que, bah, sauf si tu veux ajouter un truc, on arrive un peu à la fin. Ouais. Non, Alors, pour moi, c'est très complet et hyper intéressant ouais, pour bah, le coup. cool. Alors oui, juste, je voulais te demander un petit conseil stoïcien. Genre, si des gens qui nous écoutent veulent un peu s'intéresser, qu'est-ce que tu dirais pour un peu, genre, bah, appréhender sa vie ou les problèmes qu'on peut avoir en tant que stoïcien? Est-ce que tu as une formule ou quelque chose comme ça que tu aimes bien donner? Bah, je vais répéter une formule que j'ai dite. Il faut distinguer en fait les événements des histoires que l'on se raconte sur les événements. Et là où on a du contrôle, c'est souvent
même surtout, voire exclusivement sur les histoires qu'on se raconte à propos des événements. Et ça détermine une grande partie de nos sentiments et émotions pour les stoïciens ensuite. Ok, Donc bien faire attention à ce qu'on pense. ok, très cool. Et oui, alors, et du coup aussi, donc Et- c'est un truc que je vais te demander, j'ai pas eu le temps, c'est ouais. est-ce que le stoïcisme et le scepticisme, est-ce que c'est que genre des grands blabla philosophiques, ou est-ce que toi dans ta vie, tu arrives vraiment à être stoïque? Est-ce que ça te rend plus heureux, ou est-ce que ça a Euh, vraiment une influence dans ta vie, ou c'est plus des réflexions générales, tu vois? ouais, pour moi, c'est difficile à mesurer, mais je pense que ça a vraiment une influence dans ma vie parce que bah déjà, je fais quelques exercices spirituels, tu vois, j'ai un petit journal de philosophie, de pensée que je complète. J'essaie de faire, on n'a pas parlé des exercices spirituels, c'est un autre sujet, mais j'essaie de faire des examens de conscience. Ouais. Vous pourrez taper sur Google pour voir si ça vous Mais intéresse. c'est ça, c'est Marc Aurèle qui avait aussi comment dire, un truc tous les jours qu'il faisait avec beaucoup d'exercices comme ça, non? Exact. Ouais, ouais, bah c'est Marc Aurèle, Sénèque, tous les stoïciens ont Ouais. pratiqué ça quasiment. Et En fait, non, je dis ça parce que j'ai vu que ouais, Cyrus North avait fait une vidéo là-dessus récemment, ouais, voilà. sur la routine de Marc Aurèle. Mais le mieux, c'est vraiment encore d'essayer par soi-même et de voir les effets que ça fait parce que c'est c'est pas forcément pour tout le monde, hein, le stoïcisme. Il y en a, ça leur parle pas. Ouais, Donc, à essayer par soi-même, je dirais. Et peut-être, dernier mot, pour les ressources, je ouais, conseille vraiment le site de l'association Stoa Gallica. ouais. Je fais une petite pub pour mon blog Un regard stoïcien. Il y Ouais, a un petit j'allais te peu de proposer de tout. faire ça, ouais, pour finir. Où c'est qu'on peut te retrouver sur les Ouais. réseaux, sur ton site? Et un dernier truc aussi, là on a un petit peu en pause, mais tous les samedis soirs ou presque, sur Twitch avec Olivier, on fait des lives, des cafés stoïciens, où on débat, où on discute de manière très pratico-pratique du stoïcisme en présentant les concepts le plus simplement possible. La chaîne, c'est Esprit Stoïcien. Ok, un peu comme esprit critique, quoi. Et du coup, on peut te retrouver Parfait. aussi peut-être sur les réseaux et tout? Ou je sais pas si t'as très Ouais, bien. sur les réseaux, sur le blog Un regard stoïcien, vous pouvez, en haut, sur le blog, vous avez tous les redirections vers mon Facebook, vers mon Super, ouais. Insta, j'ai un Medium en anglais, mais voilà, et un Twitter. Ok, Je crois que c'est tout. ok, très bien. Est-ce que si je t'annonce là que l'enregistrement n'a pas marché, est-ce que tu vas rester stoïque? Allez, ciao, à plus. Non, mais ça va. Évidemment. Bon, allez, écoute, merci beaucoup à toi, et bonne continuation. Bah, merci à toi, Nicolas.